Chapitre 16, l'Union européenne. Premier point, la genèse de la construction européenne. La construction européenne, ça a commencé il y a plus de 70 ans. Aujourd'hui, on a une Union européenne avec 27 pays où tout le monde travaille ensemble avec des institutions et des politiques communes. Mais ça n'a pas été simple à mettre en place. La construction européenne, c'est comme si tu voulais construire une grande maison où chaque pièce représente un pays et où tout doit bien s'emboîter, que ce soit au niveau économique, politique ou social. Au début, on a voulu simplifier les choses entre pays voisins. Imagine que toi et tes amis décidiez de partager vos ressources. Par exemple, ton voisin il a plein de pommes, toi tu as des œufs et un autre a des bouteilles d'eau. Vous échangez vos ressources entre vous. C'est un peu ce qu'on a fait avec le CECA en 1951, lancé par Jean Monnet et Robert Schuman. On a créé un marché commun pour l'énergie, histoire d'avoir plus de coopération. Puis en 1957, on signe le traité de Rome. Là, on élargit le marché commun. Plus question de juste échanger de l'énergie, mais tout. Biens, services, personnes, capitaux. Imagine que tu peux maintenant aller dans n'importe quelle boutique en Europe pour trouver les mêmes produits sans payer un supplément parce qu'ils viennent d'un autre pays. Ce qui est plutôt sympa. Et pour simplifier encore plus les échanges, il fallait une monnaie commune. C'est là qu'arrive le serpent monétaire en 1972, le système monétaire européen en 1979 et enfin l'euro. L'Union européenne a commencé à 6 pays, puis 9, 15, 25 et aujourd'hui 27. Chaque nouveau pays qui arrive apporte des opportunités, mais aussi des défis, parce que plus il y a de monde, plus c'est compliqué de se mettre d'accord. Point suivant, l'organisation des pouvoirs au sein de l'Union européenne. Dans l'Union européenne, tu as 3 grandes instances qui travaillent ensemble. D'abord, il y a la Commission, qui est comme la direction, c'est elle qui propose les lois. Ensuite, il y a le Conseil des ministres, un peu comme les profs qui discutent et votent les lois. Et enfin, tu as le Parlement européen qui représente les élèves, donc toi et les autres citoyens. Le Conseil européen, lui, c'est comme le chef d'établissement. Il fixe les grandes lignes, les objectifs. Par exemple, il décide si l'école va lancer une grande rénovation ou investir dans de nouveaux équipements. En 2009, avec le traité de Lisbonne, on a renforcé certaines choses. On a élu un président du Conseil européen et un haut représentant pour les affaires étrangères. L'idée, c'est d'avoir des décisions plus rapides et plus démocratiques. Point suivant, les politiques communautaires. Le but de l'Union européenne, c'est de mettre en place des politiques communes entre tous les pays membres. Il y a d'abord la PAC. Depuis le traité de Rome, l'Europe s'est dit qu'il fallait soutenir les agriculteurs. Donc au début, c'était pour aider à produire plus. Maintenant, c'est surtout pour les aider à produire mieux de façon plus écologique. Imagine que tu sois agriculteur, tu reçois des aides, pas juste pour produire du lait ou des céréales, mais aussi pour protéger la nature autour de ta ferme. Il y a aussi la politique européenne de la concurrence. Là, on parle de règles pour que tout soit équitable entre les entreprises. Imagine un match de foot sans arbitre, ça serait le chaos. La Commission européenne, c'est un peu l'arbitre qui s'assure que personne ne triche. Genre en formant des ententes secrètes ou en abusant de sa position. La politique commerciale commune, ça, l'Union européenne, c'est aussi une grande équipe qui négocie avec tout le monde. Par exemple, quand on discute avec l'Organisation mondiale du commerce, c'est l'UE qui parle au nom de tous ses pays membres. Et puis les autres politiques communes. Il y a plein d'autres domaines où l'Europe travaille ensemble. Par exemple, la sécurité des navires, la formation des marins ou même des projets comme Eureka pour financer la recherche. Point suivant, le marché unique et ses incidences. Le marché unique, c'est un peu comme un gros puzzle qu'on a monté étape par étape. D'abord, on a supprimé les barrières douanières entre les pays européens pour créer une zone de libre-échange. Ensuite, on est passé à une union douanière où tous les pays appliquent la même politique commerciale avec le reste du monde. Puis, on a mis en place un marché commun. Là, c'est la totale, avec la libre circulation des biens, des personnes, des services et des capitaux. Et pour couronner le tout, on a ajouté une union économique et une monnaie commune, l'euro. Hop hop hop! Si cette vidéo te plaît, sache qu'elle est issue de ma formation sur le DCG-DSCG. Sur cette formation, tu y retrouves toutes les vidéos de tous les cours, mais aussi tous les cours en audio et en PDF. Et puis évidemment,
tout est mis à jour régulièrement. Et puis c'est même pas tout. Tu vas y retrouver des vidéos bonus pour t'aider à préparer efficacement ton épreuve, des fiches de révision, des flashcards et un accès direct pour me contacter si tu as besoin d'aide. L'aide, ça peut être t'expliquer ou te réexpliquer un point du cours que t'as pas bien compris, aborder avec toi un sujet complémentaire qui n'est pas disponible en vidéo parce que tu veux approfondir un cas particulier par exemple, te guider dans ton planning de révision ou même analyser avec toi une correction d'exercice que tu n'arrives pas à comprendre. Alors si tu veux profiter de l'intégralité du cours et de tous les avantages qui vont avec, clique sur le premier lien en description et rejoins-moi. Allez, on retourne au cours maintenant. Et surtout, abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. L'idée derrière le marché unique, c'est de booster l'économie et de créer plus d'emplois. Pour une entreprise, ça veut dire avoir accès à un plus grand marché et faire des économies d'échelle. Et pour toi, consommateur, ça se traduit par des prix plus bas et beaucoup plus de choix quand tu fais tes courses. Aujourd'hui, on a fait de sacrés progrès. Les biens circulent sans obstacle tarifaire et les services sont de plus en plus libres. Les capitaux, eux, bougent sans problème. Quant aux personnes, grâce à l'espace Schengen, voyager d'un pays à l'autre est presque aussi simple que de changer de quartier. Grâce à cette intégration, le commerce entre les pays européens a explosé. Les échanges et les investissements sont beaucoup plus faciles, ce qui a renforcé l'économie de la zone. Imagine que tu sois une petite entreprise en France, tu peux maintenant vendre facilement tes produits en Allemagne ou en Espagne sans galérer avec des formalités compliquées. Point suivant, la politique monétaire. Dès 1958, les pays européens ont commencé à se rapprocher en limitant les fluctuations de leur monnaie. Mais avec l'effondrement du système monétaire international en 1971, il a fallu trouver une solution. C'est là qu'on a créé le serpent monétaire puis le système monétaire européen. L'idée, c'était de stabiliser les monnaies européennes pour éviter trop de variations. Avec le traité de Maastricht, on a franchi une étape énorme. La création de l'Union économique et monétaire, et aussi l'euro. Imagine que tu sois commerçant et que tu n'aies plus à t'embêter avec les taux de change. Tu fais tes transactions en une seule monnaie et tout devient plus simple. L'euro, c'est super pour éliminer les frais de change, garantir des prix stables et rendre les transactions plus fluides. Mais il y a aussi des inconvénients. Les pays membres ont perdu une partie de leur autonomie pour gérer leurs économies et des crises peuvent avoir des impacts très différents d'un pays à l'autre. Par exemple, un choc économique qui touche durement un pays comme la Grèce ne va pas affecter l'Allemagne de la même manière. Point suivant, les politiques européennes face aux grands enjeux économiques et sociaux. Même si l'Union européenne a fait beaucoup de progrès, elle a aussi ses galères. La croissance reste plus faible que celle des États-Unis et le chômage est souvent plus élevé. La crise économique de 2009, elle n'a rien changé et les écarts entre les pays de la zone euro se sont creusés. La Banque centrale européenne s'occupe de la politique monétaire, mais elle est focalisée sur la stabilité des prix. Ouais, mais le problème, c'est que la zone euro est très hétérogène, donc pas simple d'avoir une politique qui convienne à tout le monde. En plus, chaque pays garde sa politique budgétaire, ce qui complique les choses en cas de crise. La crise de la zone euro a mis en lumière plein de faiblesses dans la gestion économique européenne. Depuis, des mesures ont été prises comme la création du mécanisme européen de stabilité pour aider les pays en difficulté. La BCE, elle, a changé sa façon d'intervenir et une union bancaire a été mise en place pour éviter les crises bancaires. Et aussi, les différences sociales entre les pays membres sont énormes. Imagine qu'une entreprise décide de déménager dans un pays où les salaires sont plus bas et les protections sociales moins strictes, juste pour économiser. Ça, c'est ce qu'on appelle le dumping social et ça pose de gros problèmes. Côté fiscalité, c'est pareil. Chaque pays a ses propres règles et ça peut créer des inégalités. Imagine que toi, tu décides de placer ton argent dans un pays où les impôts sont beaucoup plus bas. C'est avantageux pour toi, mais ça crée un déséquilibre entre les pays et ça pénalise ceux qui ont des systèmes fiscaux moins compétitifs.